Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial consacré à un enjeu majeur pour la gouvernance publique au Burkina Faso, et il s'agit de la lutte contre la corruption. Au centre de ce combat se trouve l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC, une institution stratégique chargée de prévenir, détecter et sanctionner les pratiques qui fragilisent l'intégrité de notre administration. À travers ces différents départements, l'ASELC déploie donc une organisation complexe, structurée et dynamique. Comment ces départements fonctionnent-ils? Comment interagissent-ils? Quels sont les mécanismes internes qui permettent d'assurer une action cohérente et efficace contre la corruption? C'est justement à ces questions essentielles que nous allons répondre avec nos invités que je m'en vais vous présenter. Nous avons ici sur ce plateau Jean-Baptiste Zongo. Il est le chef du département de la stratégie nationale de la prévention, et juste à ses côtés nous avons Sibri Ramdé. Il est le chef du département de la déclaration d'intérêt et de patrimoine. À ma droite nous avons Adama Paré. Lui est le chef du département d'audit et contrôle au sein de l'ASELC. Il est suivi de Aimé Nana qui est le chef du département enquête et investigation. Et enfin, nous avons aussi avec nous sur ce plateau Olivier Ouedraogo. Lui est le chef du département du suivi des recommandations et des actions en justice. Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau. Bonjour. Alors, je commence avec M. Jean-Baptiste Zongo. Déjà, on parle de l'ASELC, j'ai fait une introduction, mais est-ce que vous pouvez revenir sur l'ASELC? De quoi s'agit-il? C'est une structure que l'on a depuis combien d'années et quelles sont ses missions? Merci beaucoup, M. Kaboré. Je voudrais d'entrée de jeu, au nom de mes collègues, vous remercier pour nous donner cette tribune, pouvoir donc communiquer sur notre institution. Avant de répondre de façon explicite à votre question, je voudrais également vous dire que le contrôleur général d'État, qui est la première autorité de l'ASELC, en tout cas est reconnaissante aux dirigeants, aux dirigeants de True TV pour ce partenariat. Merci à vous. Qu'est-ce que l'ASELC? Vous allez me permettre de faire un bref aperçu historique, parce que la SELC, telle qu'elle existe de nos jours, procède d'un certain nombre de réformes. Et je m'en vais aller en 2007, où il y avait un certain nombre de structures qui chacune était chargée soit de contrôle, soit de lutte contre la corruption. Vous aviez l'inspection générale d'État, vous aviez la haute autorité de coordination de la lutte contre la corruption, et vous avez dans une certaine mesure le comité national de lutte contre la fraude. Et à la faveur d'une loi en 2007, déjà le gouvernement avait entamé le processus de mise en synergie des attributions qui étaient dévolues à ces structures pour créer d'abord l'ASELC comme l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et c'est chemin faisant, en 2015, à la faveur des événements historiques que notre pays a enregistrés en cette année, qu'il va y avoir en tout cas des réformes en profondeur. Et cela a commencé d'abord par la révision constitutionnelle qui a consisté à mettre la thématique lutte contre la corruption dans la constitution du Burkina Faso. Et pour ce faire, il a fallu une loi organique intervenue le 24 novembre 2015 pour créer, organiser et préciser les fonctionnements de l'ASELC. Au terme de cette loi organique, l'ASELC est l'autorité suprême de contrôle au niveau du Burkina Faso. Elle a en charge le contrôle donc des services administratifs, mais également cette fois, il a été adjoint la MAMEL LC, lutte contre la corruption. Et là aussi, je crois que c'était une manière pour notre pays de se conformer à la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, qui prévoit que les États partis
crée des structures spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption. Ici au Burkina, le gouvernement a bien voulu donner cette attribution à l'ASELC, en plus donc du contrôle qu'elle exerce. Alors, l'ASELC, il faut dire que vous l'avez tantôt présenté en parlant des 5 départements. Effectivement, elle est organisée autour de ces 5 départements dans lesquels sont déployés les personnels métiers. D'accord. Donc, pour prendre en charge ces attributions les attributions générales à elles dévolues par la loi organique. Et maintenant, il y a des attributions spécifiques qui correspondent à chacun des 5 départements. Justement, on va aller à la découverte un peu de ces différents départements au sein de la SELC. Vous êtes le chef du département chargé de la stratégie nationale de la prévention. Qu'est-ce qu'on fait dans ce département exactement? Merci. Pour que vous puissiez percevoir effectivement le travail de ce département, je vais faire une analogie avec la médecine. Nous entendons souvent les médecins dire que mieux vaut prévenir que de guérir. Tout à fait. Et nous savons que la corruption, c'est un mal pernicieux, caché, difficile à détecter. Donc, pour mener la lutte, ça demande toute une batterie de stratagèmes, de cadres, de textes et de ressources humaines. Alors, pourquoi ne pas travailler en amont pour justement amener les citoyens à adopter des comportements, des valeurs éthiques qui les éloignent justement de la corruption pour qu'ils n'aient pas à commettre l'infraction de corruption. C'est pourquoi ce département déploie des efforts en amont pour informer les citoyens, pour éduquer, pour communiquer, pour un changement de comportement vers des valeurs éthiques comme l'intégrité. Et bien sûr, pour ce faire, il y a un certain nombre d'attributions qui ont été définies dans la loi organique, précisément à l'article 8, et qui ont encore été détaillées à l'article 22 du décret donc 2021-0755 portant organisation et fonctionnement de la SELC. Et pour faire bref, je dirais qu'au terme de ces textes, le département de la stratégie nationale de la prévention est chargé d'élaborer les politiques et stratégies nationales pour pouvoir prendre en charge la question de la corruption. Elle a également en charge d'organiser des activités d'information, d'éducation et de communication en vue d'un changement de comportement vers l'intégrité et le refus de la corruption. Vous avez également comme attribution du département la formulation de recommandations pour donc, bien sûr, vis-à-vis des pouvoirs publics, mais également du privé et des organisations de la société civile pour donc prévenir la corruption. Vous avez également au niveau de ce département le suivi des conventions auxquelles notre pays est parti. Je viens tantôt de parler de la Convention des Nations Unies contre la corruption, mais il y a également au niveau africain la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption auquel notre pays est partie prenante. Donc, il y a d'autres textes de portée sous-régionaux, du moins de portée sous-régionale, auxquels le Burkina a adhéré et ce département a la charge de suivre la mise en œuvre de ces conventions au niveau national et de participer aux activités donc relatives à ces conventions. Beaucoup de travail à faire au niveau de ce département quand on regarde. Je crois, oui. Alors, Monsieur Ramdé, oui. Avec vous, on va essayer de comprendre, puisque vous êtes le chef du département de la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Quelles sont vos missions? Alors, ce département intervient aussi dans la prévention. La déclaration d'intérêt et de patrimoine est un outil aussi de prévention contre la corruption. Et au niveau de ce département, la mission essentielle, c'est de recevoir les déclarations des assujettis. D'accord. Et de les traiter,
en faire la conservation ainsi que la vérification des déclarations qui sont que les assujettis soumettent. Pour l'auditeur ou le téléspectateur qui nous écoute et qui ne comprend peut-être pas forcément, quand on dit déclaration d'intérêt du patrimoine, à quoi est-ce que cela renvoie même? Alors, quand on parle de déclaration d'intérêt et de patrimoine, alors il faut dire que c'est une obligation qui est mise à la charge d'une catégorie de personnes qui est définie par la loi 04 CNT du 3 mars 2015 ainsi que son modificatif, la loi 033 du 26 juillet 2018. Alors, ici, il s'agit de recevoir donc la déclaration des assujettis, c'est le patrimoine d'une personne. D'accord. Les personnes qui sont donc visées déclarent leur patrimoine. Eu égard à leur fonction. Oui. Alors, qui comporte un certain nombre d'éléments, ainsi que les intérêts. Là, il faut le souligner. C'est le patrimoine de l'intéressé, y compris les intérêts, les liens d'intérêt qu'il doit déclarer également. Un département aussi qui travaille et qui bouge en toute discrétion, on s'imagine. C'est ça. Avec un nombre d'assujettis élevé qui fait que le volume de travail est assez impressionnant. Voilà. Alors, M. Adama Paré, on va s'intéresser à votre département à présent, département d'audit et de contrôle. Comment ça se passe à ce niveau? Déjà, quand on entend audit et contrôle, on se donne une certaine idée, mais concrètement, quelles sont vos missions de la part de la SELC? Merci bien. Et également, nous remercions votre institution de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer, également de faire comprendre au public en tout cas comment nous interagissons pour lutter contre la corruption au Burkina Faso. Je pense qu'avant d'arriver spécifiquement aux attributions spécifiques du département d'audit et contrôle, il faut dire que pour compléter un peu ce que M. Zongo a dit, je pense que le champ d'intervention de la SE s'est élargi. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption ne se limite plus au secteur public, mais nous intervenons aussi dans le secteur privé et dans la société civile. Ce qui ne se faisait pas avant. Voilà, avant la réforme de 2015. En ce qui concerne le département, nous sommes chargés spécifiquement en fait de contrôler l'observation des textes spécifiques, en tout cas qui régissent le fonctionnement de l'ensemble des entités publiques, privées, mais aussi toute entité privée qui reçoit vraiment des ressources publiques. Nous avons le mandat de pouvoir vraiment également auditer ou contrôler cette structure. En plus de cela, il convient de relever en fait dans les missions d'assistance et de conseil aux structures publiques, nous avons la responsabilité de les accompagner à ce qu'ils puissent avoir des dispositifs de contrôle interne robustes pour pouvoir vraiment anticiper sur les différents risques, y compris bien entendu le risque de corruption. Également, un mandat spécifique qui nous a été confié aussi, c'est d'évaluer les politiques publiques, qui n'est pas une activité qui est assez complexe et qui normalement devrait permettre vraiment de faire l'évaluation d'impact des politiques puis de tirer les leçons, les enseignements pour pouvoir vraiment les réinjecter dans la conception des politiques futures et de pouvoir donc ajuster la mise en œuvre donc des politiques publiques. Il faut aussi noter que quand on dit l'audit, c'est l'audit des systèmes et des pratiques au sein de l'institution relève également de ce département, mais nous avons aussi le mandat de recevoir les dénonciations et les plaintes des administrés dans les relations avec les services publics pour pouvoir les étudier et également enfin je pense qu'il y a une mission importante qui est une synergie d'action à l'ensemble des structures publiques, notamment les instructions techniques ministérielles. En tout cas, nous avons eu au terme donc de la loi organique
le mandat de coordonner et d'assurer la tutelle technique donc, de ces structures-là. Donc voilà un peu, grosso modo, les principales attributions spécifiques donc, du département d'audit et contrôle. Et quand on regarde dans l'organisation, on voit que l'ASELC a aussi pensé à mettre en place un département chargé des enquêtes et des investigations. Alors, éminemment, comment ça se passe à ce niveau au sein de votre département quand on entend enquête, investigation? Quel est le rôle qui vous est confié exactement et comment ça se passe sur le terrain? Merci M. Kaboré. Effectivement, dans l'organisation de l'ASELC, il y a ce département enquête et investigation qui, à ce que disent les spécialistes, ce département est le bras opérationnel de l'institution, sinon le bras armé. Et ce département a en charge de mener des enquêtes et des investigations sur des faits de corruption et infractions assimilées. Alors, ce département est chargé également de collecter et d'analyser des informations et des renseignements aux fins de constituer des éléments de preuve, de produire des rapports et de transmettre des dossiers à l'autorité judiciaire. En plus de cela, ce département peut formuler des recommandations sur certaines questions liées à la lutte contre la corruption et intervient également à travers ses actions à renforcer la capacité de prévention de l'ASELC. Voilà ce que nous pouvons dire. Est-ce que dans votre département, c'est forcément lié un peu à de l'autosaisine ou est-ce qu'il vous arrive aussi d'aller rien que sur la base d'un certain nombre de dénonciations pour investiguer et comprendre un peu plus? Les deux canons sont possibles, les deux modes de saisie. C'est-à-dire que dans l'organisation de l'ASELC, nous avons un service qui a en charge la réception des dénonciations et des plaintes. Ce service nous envoie tout ce qui est dénonciation ou plainte qui nécessite des enquêtes et des investigations. Mais également, le département d'enquête et d'investigation peut s'auto-saisir d'une affaire, notamment des affaires sont rendues publiques. Voilà, régulièrement, il y a des affaires qui sont dévoilées par la presse. Tout à fait. Voilà, donc à ce moment, on n'attendra pas que il y ait une dénonciation ou une plainte formelle auprès des services de l'ASELC. Alors, M. Olivier Ouedraogo, cette fois-ci, on va essayer de comprendre parce que on voit qu'il y a aussi un département qui est mis en place, un département où il est question du suivi des recommandations et des actions en justice. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est lorsqu'il s'agit d'une plainte contre l'ASELC? Est-ce que c'est lorsque l'ASELC poursuit un certain nombre de personnes pour manquement? Merci bien, M. Kaboré. Alors, le département en charge du suivi des recommandations et d'actions en justice a deux volets. Il y a le volet suivi des recommandations issues des rapports de contrôle, d'audit, souvent d'investigation. Donc nous sommes chargés, n'est-ce pas, de veiller au bon suivi, s'assurer que ces recommandations sont mises en œuvre au sein des structures pour optimiser, n'est-ce pas, les services de l'administration. Nous avons aussi l'autre volet que vous venez de soulever, le volet judiciaire, qui, n'est-ce pas, est issu, n'est-ce pas, souvent des rapports d'investigation. Et nous sommes chargés, n'est-ce pas, de veiller au niveau de la justice, au bon suivi de ces dossiers, pour s'assurer que, effectivement, ces dossiers sont non seulement transmis et qu'ils sont jugés. Et pour cela, souvent, la loi nous demande de nous constituer partie civile. Et nous sommes, n'est-ce pas, souvent amenés à être présents auprès des juridictions pour suivre les audiences, pour veiller, n'est-ce pas, au bon suivi de ces dossiers. Est-ce que vous arrivez à faire ce suivi sur les 17 régions lorsque la situation le requiert? Ce n'est pas simple, c'est pas simple. Vous voyez que l'ASE n'a pas souvent les moyens pour assurer ce suivi, mais nous tentons tant bien que mal de faire un suivi assez régulier lorsque les moyens nous permettent de le faire. Voilà. Sinon, comme vous le dites, en exploitant les rapports, nos propres rapports, ou les rapports, n'est-ce pas, que les inspections techniques
ont l'obligation de transmettre à l'ASE. Nous décelons souvent, n'est-ce pas, des cas de corruption. Et dans ce cadre-là, nous saisissons la justice par le biais, n'est-ce pas, du département des enquêtes et des investigations. Et nous sommes chargés de suivre ces dossiers-là. Merci. Alors, M. Nana, au niveau des enquêtes et investigations, est-ce que vous arrivez à travailler en dehors des capitales comme Ouagadougou, Bobo-Dioulasso? Est-ce que ces enquêtes et investigations concernent aussi les autres localités? Oui. Nous avons une compétence nationale. D'accord. Vous le voyez, l'ASE, LC, principalement installée à Ouara. On n'a pas une antenne à Bobo ou dans une autre région. Mais on essaie de couvrir le pays comme il se doit, naturellement avec des contraintes liées au capital humain, aux moyens matériels, financiers. Ce n'est pas facile, mais on essaie vraiment, tant qu'il y a le besoin, tant qu'on a les moyens, qu'une équipe soit dépêchée dans une localité où des faits de corruption ont eu lieu ou ont été dénoncés auprès de la ICLC. Alors, M. Jean-Baptiste Zongo, quand on regarde, voici 5 départements sur ce plateau avec nous, ce qui permet déjà à nos téléspectateurs et auditeurs de comprendre le fonctionnement quand on parle de la SELC qui arrive à aller sur un dossier, épingler des cas de corruption. C'est un travail à la chaîne et en amont qui est fait. Comment vous arrivez à collaborer entre vos différents départements? Où est-ce qu'un dossier quitte? Comment ça se passe exactement en termes de collaboration entre vous déjà, vos services? Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi un peu de revenir sur la question de la saisie de la SELC, parce que c'est très important. Allez-y. Je voudrais dire qu'au terme donc de la loi organique, la SELC peut être saisie par son Excellence le Président du FASO. Elle peut être saisie par son Excellence le Premier ministre. Elle peut être saisie par son Excellence le Président de l'Assemblée législative de la transition. Elle peut également être saisie par chacun des ministres. Mais la particularité de la SELC est qu'elle peut également être saisie par le citoyen lambda. Et c'est là, tantôt, mon collègue vous parlait des dénonciations. Parce que le citoyen qui a connaissance de faits ou d'événements qu'il estime s'apparenter à de la corruption ou à des infractions assimilées, de par la loi, a l'obligation de saisir l'autorité compétente de ces questions. Donc la SELC est vraiment un instrument également au service des citoyens. Et bien sûr, elle peut s'auto-saisir chaque fois qu'elle a connaissance par elle-même de situations donc de corruption ou d'infractions assimilées. D'accord. Maintenant, vous parlez de la collaboration. Bon, mes collègues vont certainement vous dire de façon pratique comment la chaîne s'organise, mais il est important de relever que l'ASE est une entité unique. C'est vrai, il y a des départements, 5, et il y a des directions techniques au nombre de 8. D'accord. Mais c'est les mêmes attributions générales dévolues à l'ASELC pour l'ensemble de ces départements et des directions techniques. Et le contrôleur général d'État est le garant justement de la mise en harmonie et de la synergie entre ces différents compartiments pour que la SELC puisse réaliser les missions à elle dévolues. Donc il est, je dirais, une obligation, un devoir pour l'ensemble des départements de collaborer. Et cette collaboration, elle se fait sur 2 modes, de face à paix, de façon verticale et de façon également horizontale. Donc il n'y a pas de cloisonnement. C'est vrai, les départements ont chacun des missions spécifiques, mais quand vous prenez les ressources humaines, il peut arriver qu'aujourd'hui l'exemple contrôleur d'État peut être dans un département donné à un instant T, et à l'instant T plus 1 pour des nécessités de service, il peut se retrouver dans un autre département. Donc c'est pour dire qu'il y a justement cette collaboration, cette synergie entre les différents départements
pour que la SELC puisse efficacement prendre en charge ses attributions. Alors, M. Ramdé, comment ça se passe en termes de collaboration? Est-ce que vous arrivez facilement à travailler avec M. Nana en termes d'enquête et tout? Et aussi, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des parties externes liées justement à votre département qui est notamment celui de la déclaration d'intérêt et de patrimoine pour la vérification? Est-ce que c'est conforme à ce qui est établi et tout? C'est ça. Alors, au niveau interne, il faut dire que la collaboration avec les départements, c'est pratiquement tous les départements, mais ils ne sont pas sollicités de la même façon. D'accord. Si vous prenez par exemple les enquêtes, et si à notre niveau nous détectons des cas qui nécessitent une enquête sur le patrimoine d'une personne, d'un assujetti, alors rapidement le département en charge des enquêtes et des investigations intervient. Donc nous saisissons ce département pour effectuer donc ces enquêtes-là. Alors maintenant au niveau externe, pratiquement c'est toutes les structures, parce que que ce soit le privé ou le public, il y a différentes structures qui abritent les assujettis, les personnes donc qui sont soumises à la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Donc nous travaillons pratiquement avec toutes les structures parce que les assujettis sont vraiment disséminés dans presque toutes les structures, que ce soit le public, les structures publiques ou du privé. Voilà. Alors, cette fois-ci avec vous, M. Paré, quand on regarde, est-ce qu'il vous arrive de travailler toujours au plan externe avec d'autres départements interinstitutionnels? Nous avons eu une diversité de ministères. Est-ce qu'il vous arrive en termes d'audit et de contrôle au niveau de la SELC de pouvoir travailler en tandem avec d'autres départements de ce genre? Oui, merci bien. Je pense que par rapport à cette préoccupation, si vous me permettez, d'abord par rapport à l'interne, allons-y. Je pense que véritablement, comme ils l'ont dit, on travaille de façon décloisonnée, parce que tous les contrôleurs d'État dans tous les départements peuvent être sollicités pour effectuer des missions d'audit ou éventuellement participer à des missions de sensibilisation. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui nous permet effectivement d'être efficace à l'interne. Donc on peut clairement à ce niveau dire qu'il n'y a pas de dossier qui traîne entre vous parce que dans un département, le travail n'aurait pas été fait pour vous permettre d'avancer. Vous arrivez à aller en tandem assez rapidement entre vous déjà à l'interne. C'est bien ça. Okay. Maintenant, avec l'extérieur, je pense que, comme je l'ai dit, nous avons le mandat de coordonner effectivement l'ensemble des corps de contrôle de l'ordre administratif. Ce sont les inspections techniques au niveau des différents ministères. Donc, nous les sollicitons pour faire les missions. Quand vous voyez, par exemple, par le passé, nous faisons annuellement les audits ce qu'on appelle N-1 de la gestion du gouvernement, de l'ensemble des ministères. L'ensemble donc de ces inspections techniques sont sollicités pour nous accompagner pour la réalisation de ces missions d'audit ou d'enquête administrative. Donc véritablement, on travaille en tandem, en synergie d'action avec ces structures externes. Est-ce que les portes, on vous les ouvre facilement lorsque vous approchez? Parce que quand on dit audit et contrôle, ça peut souvent faire peur. Est-ce que vous arrivez facilement à accéder à un certain nombre de données et tout pour pouvoir faire votre travail dans ce cadre? Oui. Et les difficultés ne manquent pas. Je pense qu'effectivement, la mission d'audit, quand on regarde l'audit véritablement, c'est pour accompagner. C'est pour donner des conseils pour que les structures auditées puissent améliorer leur gestion. Mais malheureusement, effectivement, dans le contexte burkinabé, on a peur. Dès lors que vous venez, on a tendance vraiment à dissimuler certaines informations, alors que vous êtes venu pour les accompagner. La mission de conseil donc, de l'audit, véritablement, n'est pas bien comprise par le public. Je crois que vraiment, c'est l'opportunité que vous nous donnez. Lorsqu'on parle d'audit, l'audit s'intéresse au système. C'est-à-dire nous évaluons le système, est-ce qu'il n'y a pas des insuffisants, des faiblesses, et nous les analysons pour pouvoir former des recommandations
et ces recommandations, la mise en œuvre de ces recommandations devrait permettre donc de contribuer à ce que les risques associés au périmètre d'activité des structures auditées soient maîtrisés. Mais malheureusement, je crois que vraiment il y a un effort à faire en termes de sensibilisation pour que vraiment nous soyons acceptés. Sinon, vraiment, les difficultés ne manquent pas en termes de réticence, mais on arrive quand même à les gérer. Alors, Olivier Ouedraogo, quand on regarde cette émission, se tient aussi dans un contexte où, dans beaucoup d'institutions, il est question de bilan par rapport au travail qui aura été fait durant l'année. Au niveau de votre département, les actions en justice et tout, est-ce qu'on peut faire un bilan par rapport à ce qui s'est passé durant l'année 2025? Oui, pour parler de bilan, c'est pas aussi simple, parce que je viens tout juste de prendre le département, à tête du département, mais quand c'est l'administration est une continuité. Il faut dire qu'il y a beaucoup de chantiers, et si je prends par exemple les recommandations, alors le chef DAC disait tantôt que il y a des recommandations qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer, n'est-ce pas, le fonctionnement des services. Ce volet-là a été fait. Nous avons fait, n'est-ce pas, le suivi des recommandations. D'ailleurs, qui est un volet qui tient à cœur les plus hautes autorités, il faut le dire. Donc, c'est un chantier qui se trouve dans la maison. Et nous veillons, n'est-ce pas, à ce que ce chantier-là soit mis en œuvre pour permettre, n'est-ce pas, au bon suivi des recommandations. Pour revenir au volet judiciaire, c'est l'occasion aussi pour moi de saluer, j'allais dire, la collaboration avec la justice qui nous permet, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, certains procès. Comme j'ai dit, nous sommes là pour, j'allais dire, en tant que partie civile pour le compte de l'État. Donc il y a des procès qui se tiennent. Donc nous avons l'obligation d'assister à des procès en lien avec la lutte contre la corruption, il faut le préciser. Donc il y a plusieurs chantiers. Et en tout cas, le bilan, je dirais qu'on va le faire très très bientôt, dans des occasions beaucoup plus appropriées. Est-ce qu'on peut aller aussi sur des exemples de procès, par exemple, où la SELC était partie prenante? Oui, il y a des exemples. Il y a des exemples. Et il y a dire un exemple emblématique qui vient de se passer à Bobo, pour les COFI, sur, comme on dit généralement, le dossier vente de place. Vous voyez que ce n'est pas aussi évident. Donc la lutte contre la corruption concerne tout le monde. Tout à fait. Donc il y a eu le procès. Il a dit que le délibéré c'est pour bientôt. Donc on ne va pas trop commenter. Il y a des dossiers emblématiques dans le passé qui ont concerné certains ministres. À travers, n'est-ce pas, de fausses déclarations d'intérêt de patrimoine. Voilà, donc on parle tantôt de synergie. Donc une fois que, au niveau, par exemple, du département en charge des intérêts de patrimoine, détecte, vous voyez que rapidement, le volet enquête se met en branle, les investigations, et le dossier est transmis en justice, et notre département est chargé de veiller, n'est-ce pas, de suivre ces dossiers en justice. Donc c'est pour dire qu'il y a toute une chaîne. Nous avons donc la chance de travailler en synergie et pour permettre à la maison d'avoir des résultats tangibles pour lutter efficacement contre la corruption. Merci. Alors, M. Nana, est-ce qu'en termes de bilan aussi, on peut dire que vous êtes satisfait de ce qui aura été fait durant l'année 2025 aujourd'hui? Ok, merci. En termes de bilan, disons à mi-parcours, parce que l'année n'est pas terminée. Tout à fait. Mais nous pouvons quand même nous réjouir du travail qui a été abattu sur un certain nombre de chantiers. Voilà, des enquêtes ont été diligentées dans plusieurs secteurs, notamment dans le foncier, dans les marchés publics, au niveau des infrastructures, du transport, des importations. Alors, donc on peut dire que tous les chantiers ont connu quand même la présence du département enquête et investigation. Et nous avons pu détecter également pas mal de réseaux de fraude dans ces différents secteurs. Donc en termes de bilan à mi-parcours, voici un peu ce que nous pouvons dire. Alors, M. Zongo, quand on regarde aussi, quels sont les défis majeurs au niveau de votre département liés justement à la stratégie? Quels sont les défis aujourd'hui? Je crois que je dirais un mot sur les parties prenantes externes justement, qui ont tantôt été évoquées à votre département au niveau de la stratégie. Mes collègues, pour dire que vous savez, en matière de lutte contre la corruption, c'est vrai, la SELC a reçu le mandat légal pour justement organiser cette lutte. Mais la lutte contre la corruption n'est pas l'exclusivité de la SELC.
C'est ainsi que vous avez au niveau donc des organisations de la société civile et des citoyens d'une manière générale des initiatives tendant donc à s'organiser pour également prendre en charge la lutte contre la corruption. Et je crois qu'il n'est pas rare parfois qu'on nous confonde d'ailleurs au RENLAC, qui est le réseau national anticorruption, qui est un regroupement d'organisations de la société civile qui s'est également donné pour mandat de contribuer selon donc ses spécificités à la lutte contre la corruption. Donc naturellement, avec ces structures, nous entretenons des relations étroites en termes de collaboration, et chacun étant donc limité par la loi dans ces domaines d'intervention. Alors, vous parlez de défis. Bon, évidemment, il y a des défis. Parce que si je prends le département de la stratégie nationale de la prévention, nous avons donc, avec l'accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, élaboré une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un plan d'action à l'horizon 2024-2028. Et je crois que la mise en œuvre de cette stratégie fait face à des défis quand même assez énormes en termes de financement, et en termes même de mobilisation et en termes de déploiement du mécanisme qui a été prévu pour piloter cette stratégie. Donc c'est vraiment un défi qui tient à cœur le premier responsable de la structure, et nous avons reçu pour mandat de voir comment nous pouvons effectivement, en tout cas, sinon le relever, en tout cas travailler dans le sens, je dirais, de la mise en œuvre de cette stratégie. Quand on parle de lutte contre la corruption, mes collègues peut-être reviendront là-dessus, il faut aussi souligner que c'est un secteur assez demandeur de ressources financières. Et vous connaissez le contexte de notre pays, ce n'est pas toujours évident que la SELC a les moyens qu'il faut pour accomplir ses missions. Donc c'est vraiment un défi, et fort heureusement il arrive. Bien sûr, nous avons le budget de l'État qui est notre source de financement. Et il arrive de temps à autre également d'avoir la bienveillance de certains partenaires techniques et financiers. Et il y a également même l'efficacité de nos interventions. Et nous sommes donc chargés de faire en sorte que le citoyen puisse changer de comportement pour que nous ayons moins à intervenir, que ce soit sous forme d'enquête ou d'investigation. Parce qu'une fois que la corruption est actée, c'est vraiment c'est vraiment difficile de détecter et de mettre en œuvre tout le mécanisme qui va conduire à la sanction. Mais je ne suis pas certain que nous arrivons en tout cas à mener de façon efficace cette mission. La preuve est la persistance, en tout cas de pratiques corruptrices au niveau du pays. Et chaque jour que Dieu fait, si vous parcourez les journaux de la place, vous voyez qu'il y a toujours des dénonciations. C'est vous dire toute l'énormité du travail qui nous attend et qui demande une mobilisation interne, mais également une mobilisation de l'autorité qui est engagée. Vous avez suivi le chef de l'État à plusieurs reprises à afficher en tout cas une volonté manifeste, et en tout cas des actions ont déjà été posées dans ce sens. Donc le défi aujourd'hui, c'est comment la SELC va se déployer pour pouvoir efficacement prendre en charge la question de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Alors tout à l'heure, M. Zongo a parlé de changement de comportement au niveau des populations, ce qui faciliterait le travail au niveau de la SELC. Et là, j'ai une question pour vous, M. Olivier Ouedraogo. Au niveau de la perception même du citoyen et de la population de façon générale, est-ce que la perception vis-à-vis du travail de la SELC a changé au cours de cette année?
cours de cette année, bon, c'est pas aussi simple. Vous savez que, en tout cas, vous voyez par exemple, votre émission participe, n'est-ce pas, à ce changement de comportement. Sensibiliser toujours et toujours. C'est pas une chose aussi aisée. Et parce que, comme il a dit, la corruption, c'est un mal qui gangrène la société. Il faut que, depuis les écoles de formation, on continue toujours à sensibiliser. Comme on dit, vous voyez, aujourd'hui, dans les curricula, au niveau de l'école, les autorités sont en train de situer ce qu'on appelle l'éducation civique. Donc, il faut apprendre dès le jeune âge aux enfants comment se comporter, comment respecter, n'est-ce pas, les symboles de l'État. Tout commence par là. Comment l'intégrité peut contribuer à améliorer, n'est-ce pas, nos pratiques et permettre au pays de se développer. Donc, la sensibilisation doit toujours continuer et les émissions, comme de telles émissions, participent, n'est-ce pas, à l'éveil des consciences, à ce que les citoyens refusent la corruption. Donc, nous sommes dans la semaine, n'est-ce pas, de lutte contre la corruption et un certain nombre d'actions participent, n'est-ce pas, à ce que les citoyens soient au courant de nos actions et qu'ils s'engagent à lutter contre la corruption en dénonçant un simple réflexe. La dénonciation participe, n'est-ce pas, c'est un indicateur qui permet de savoir que le citoyen a acté, n'est-ce pas, le volet lutte contre la corruption comme une pratique quotidienne. Donc, en tout cas, nous comptons sur tout un chacun pour que, n'est-ce pas, les lignes bougent. Les lignes bougent. J'allais ajouter quelque chose sur la coordination des activités au sein de ce département. Il faut dire qu'il y a le contrôleur général d'État adjoint qui est, n'est-ce pas, chargé de coordonner, n'est-ce pas, j'allais dire, le bon fonctionnement des 5 départements que vous voyez. Et donc, il est chargé, n'est-ce pas, de veiller à cela. Nous sommes sous sa coupe, comme on dit. Merci. Alors, quels sont à votre niveau les défis que vous avez dans votre département et est-ce que la perception par rapport au travail que vous faites a évolué vis-à-vis de ce que le citoyen a? Bon, en termes de défis, il faut dire que les défis sont quand même assez nombreux. D'accord. Alors, je prendrai le domaine du contrôle. Nous sommes de plus en plus interpellés. Est-ce que les déclarations que vous recevez, est-ce que vous faites le contrôle? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est conforme? Ça, c'est des... Nous sommes interpellés. Ça, c'est... je crois que c'est quelque chose qui est en train d'être pris en charge. Nous avons mis en place un outil que nous avons appelé le guide de contrôle des déclarations, et alors qui va nous permettre donc de prendre en charge ce volet. Alors donc il faut que à ce niveau nous puissions parvenir donc à... Il y a beaucoup de déclarations qui nous parviennent. Il faut des ressources humaines, voilà, pour faire face à ces déclarations, pour contrôler. Et bon, donc le contrôle constitue pour nous un défi qu'il faut relever. Et il y a l'enrôlement même de l'ensemble des assujettis. Aujourd'hui, bon, il y a un certain nombre, une catégorie, si vous prenez les politiques, les ministres et les députés, là c'est très bien suivi. Bon, si je dis très bien suivi, c'est parce que, bon, si un ministre ou bien un député ne fait pas sa déclaration, tout de suite il est interpellé parce que, bon, on arrive à détecter rapidement. Alors, vous avez des assujettis qui sont, bon, d'autres structures et qui vont jusqu'aux collectivités territoriales. Si vous prenez une collectivité territoriale, alors il y a toute la chaîne financière, le président de délégation spéciale, ils sont nombreux. Alors, donc il faut des ressources humaines pour couvrir tout cet ensemble-là, avoir une liste exhaustive de tous les assujettis. Donc, on a actuellement du mal à couvrir l'ensemble. Nous sommes en train de travailler. On a déjà enrôlé une grande partie, mais il reste encore un ensemble d'assujettis à enrôler. Donc, cela aussi constitue un défi.
Et il y a aussi le fait que la déclaration d'intérêt des patrimoines pour la majorité se fait en ligne. Alors, il y a des localités, bon, l'assujetti va vous dire que bon, lui n'a pas, connaît Internet, il ne connaît pas, il n'arrive pas à se connecter. Et effectivement, quand vous sortez, vous vous rendez compte que bon, il y a des zones où la couverture, vraiment, c'est assez difficile. Donc, ça veut dire qu'à notre niveau, il faut revoir comment est-ce que la plateforme pour permettre à celui qui n'a pas accès à Internet qu'il puisse faire sa déclaration quand même. Donc, c'est autant de défis qui sont à notre niveau qu'il faut relever pour faciliter donc la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Nana. Comment est-ce qu'à votre département, au niveau des enquêtes et investigations, comment vous arrivez à garantir l'impartialité et la protection du lanceur d'alerte? Ok. Merci, Monsieur Kaboré. Il faut dire que l'impartialité et la protection des lanceurs d'alerte est une question très fondamentale au sein de ce département, parce qu'il y va de la réputation de l'institution. Alors, à ce niveau, je peux vous garantir que les enquêtes au sein du département sont conduites avec la plus grande transparence, dans un esprit professionnel et dans le respect des normes prévues par les textes. Aussi, pour une question d'efficacité de nos missions, la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, n'est pas à négocier. Un enquêteur en fait vraiment un secret hautement professionnel, sinon on ne bénéficierait plus des dénonciations. Voilà. Donc à ce niveau, il faut dire que nous avons une très belle perception du public à l'égard de l'ASE. En témoigne le nombre de dénonciations que l'ASE reçoit chaque année. C'est vraiment très important. Et en témoigne également le nombre d'interpellations. Vous voyez dans la presse, tout le temps il y a des sujets qui sortent, des dénonciations, et on interpelle publiquement l'ASE. Voilà. Mais je peux vous garantir que au niveau de la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, en tout cas, l'ASE travaille et prend beaucoup de précautions pour que cet aspect ne soit jamais violé. Voilà. Alors, M. Paré, quels sont les types d'institutions que vous auditez le plus souvent, et in fine, est-ce qu'on pourrait dire que la gouvernance a réellement changé? Merci bien. Peut-être avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur un aspect qui est assez important de mon point de vue. Allons-y. C'est surtout les relations du pays avec les partenaires techniques et financiers. Je pense que l'ASE contribue également à crédibiliser en tout cas les interventions. En ce sens que lorsque vous prenez actuellement le programme économique et financier avec la facilité élargie des crédits avec le Fonds monétaire international, le Burkina Faso, en tout cas, il y a un certain nombre de conditionnalités que l'ASE doit lever pour pouvoir donc permettre au pays d'accéder à des ressources concessionnaires auprès de ces pays. Entre autres, par exemple, nous avons eu à faire l'évaluation diagnostique de la gouvernance, bien entendu, avec l'assistance technique, l'appui du Fonds monétaire international. Nous avons également eu à faire un certain nombre d'audits, notamment l'audit des transferts monétaires et du programme d'urgence alimentaire, qui participent également à ces conditionnalités. Nous avons aussi également un certain nombre de projets où la Banque mondiale nous demande d'auditer, de certifier le niveau d'atteinte des indicateurs avant de faire les décaissements. Pour preuve, je prends l'exemple du projet, du programme pour la résilience et la gouvernance locale et services de base qui concerne 30 communes de 2024 à 2025. Nous avons certifié des indicateurs de décaissement qui ont permis de décaisser près de 30 milliards. Sans l'audit de l'ASE, sans la labellisation, il n'est pas possible de faire ces décaissements. Je crois que c'est un aspect assez important que je tiens à souligner
parce que les gens pensent que on est là, c'est pour envoyer seulement les gens en prison, alors que ça c'est vraiment, par exemple, si on ne le fait pas, le pays ne peut pas avoir les ressources nécessaires. Donc véritablement, je tiens à souligner ça avant d'aller de répondre à votre préoccupation. Maintenant, les institutions qui sont sous le champ de notre contrôle, c'est surtout les ministères et les institutions, les projets et les programmes, les sociétés d'État, les établissements publics de l'État. Et comme je l'ai dit, toute structure privée ou de la société civile qui reçoit des financements publics, nous sommes donc nous pouvons l'auditer ou le contrôler. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des progrès dans la gouvernance de façon générale quand on regarde? Oui, je dirais que peut-être qu'on n'a pas eu l'opportunité pour le moment de faire une étude d'impact pour mesurer l'effet net des interventions, de l'impact de l'ASE sur la gouvernance, mais depuis 2022, lorsque vous voyez, nous avons un peu changé de paradigme, en ce sens que lorsque nous faisons les contrôles, de ne pas les passer effectivement, comme je l'ai dit, on a mis l'accent sur le système, à former les recommandations, mais à partir de 2022, nous avons commencé véritablement à situer les responsabilités. Pour tous ceux qui ont des mauvaises pratiques, nous situons les responsabilités. Il y en a qui remboursent aujourd'hui la responsabilité pécuniaire et personnelle, parce que tu as posé un certain nombre d'actes qui sont vraiment qui ne devraient pas l'être. Donc, vous voyez, les gens sont en train de rembourser personnellement. Il y a également les fautes de gestion que nous arrivons à documenter et à saisir la Cour des comptes. Les gens sont aujourd'hui en train de juger et d'être amendés. Mais je crois que quand vous échangez un peu avec les gestionnaires, la présence de l'ASE est vraiment dissuasive. Il n'y a pas eu certes une étude qui permet de le montrer, mais véritablement, je pense qu'il y a un changement, une prise de conscience que rien n'est plus comme de par le passé. Je crois que véritablement c'est une interpellation pour nous aussi de faire une évaluation objective, indépendante, pour nous permettre de voir un peu les progrès qui sont enregistrés et éventuellement vraiment tirer les leçons aussi pour nous ajuster en termes d'intervention. Sur cette question de progrès en termes de gouvernance, il me semble que M. Olivier Ouedraogo a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, en fait, par rapport à ce que le chef d'AC disait, il est bon aussi de signaler que nos actions ont permis, n'est-ce pas, parce que le contrôle interne devient un réflexe aujourd'hui dans les structures. Donc il y a eu plusieurs formations, n'est-ce pas, en lien avec le contrôle interne. Et aujourd'hui, on peut saluer, n'est-ce pas, cette évolution qui montre que le contrôle interne devient un pilier aujourd'hui dans certaines organisations et c'est à promouvoir dans les structures publiques. C'est ce que j'ai tenu à ajouter. Merci. Donc, au niveau de la prévention, on s'achemine un peu vers la fin de notre émission. Quelles sont les nouvelles formes de corruption que vous arrivez à anticiper? Parce que c'est ce qui permet aussi à l'ASE, LC d'être aux avant-gardistes d'un certain nombre de faits. De nouvelles formes de corruption. On peut peut-être effectivement se projeter sur... vous savez qu'aujourd'hui, notre monde au quotidien, je dirais, vit avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et il y a un certain nombre d'outils à ce niveau qui sont utilisés par les citoyens et qui peuvent être des canaux justement de déviance, pourquoi pas même d'actes de corruption. Et vous savez que là quand même c'est un domaine relativement nouveau et dans lequel effectivement il y a un certain nombre de réflexions pour voir quelle peut être l'intervention donc des structures anticorruption. Et vous avez également de plus en plus de financements complexes qui font intervenir un certain nombre d'institutions spécialisées et il n'est pas toujours aisé de vraiment déceler certaines clauses qui peuvent contenir des spécifications, en tout cas qui ne font pas, qui restrictives à la transparence, qui doivent présider à la gouvernance financière. Et bien sûr, de plus en plus, vous voyez qu'avec le contexte sécuritaire, il y a également de nouveaux défis à ce niveau pour que nous puissions adapter nos interventions de sorte que la lutte contre la corruption puisse contribuer aux objectifs de sécurisation de nos espaces. Je voudrais également
dire un mot sur, parce que vous avez utilisé une notion de lanceur d'alerte. Il faut dire que dans notre pays, au jour d'aujourd'hui, c'est une notion qui n'est pas encore codifiée. Par contre, la loi organique de l'ASELC fait obligation justement à l'ASELC de prendre des mesures pour protéger les dénonciateurs, les témoins et les experts. Ça, c'est une obligation légale que la loi impose à l'ASELC, bien sûr en lien avec le gouvernement, de protéger cette catégorie. Maintenant, la notion de lanceur d'alerte, il y a un chantier là-dessus. En tout cas, la SELC et ses partenaires, notamment le RINLAC, ont bénéficié du gouvernement et un avant-projet de loi portant protection des lanceurs d'alerte, en tout cas, a été élaboré et suit son cours, et nous escomptons en tout cas son aboutissement pour venir étoffer l'arsenal donc de protection de tous les citoyens qui, d'une manière ou d'une autre, participent à installer le réflexe de bonne gouvernance dans notre pays. Alors, y a-t-il des limites liées à la déclaration d'intérêt et de patrimoine aujourd'hui? Des limites objectives? Oui, bon, en termes de limites, bon, comme je l'ai indiqué tantôt, sur le plan de l'enrôlement, les assujettis le font en ligne. Il y a des limites parce que tout le monde n'est pas forcément habitué à l'outil, à l'Internet. Alors, ce que je peux dire également, si vous prenez les assujettis qui doivent faire leur déclaration, un assujetti doit faire la déclaration de son patrimoine, de son conjoint. Si vous êtes donc en couple, vous devez faire la déclaration de votre patrimoine et de votre partenaire. Nous sommes de plus en plus interpellés, certains qui nous disent que ils ne peuvent pas avoir les informations, donc c'est des difficultés que nous rencontrons. On essaie de gérer, mais nous sommes quand même dans une société où on est interpellé d'une manière ou d'une autre sur ce volet-là. Donc, et quand vous prenez également les assujettis, ils ne sont pas... C'est une catégorie qui est concernée, c'est pas tout le monde. D'accord. Alors, normalement, tout fonctionnaire devait être assujetti à la déclaration. Pas tout fonctionnaire, tout agent public. Voilà, ça c'est plus large. Devait être assujetti donc à la déclaration d'intérêt et de patrimoine, alors qu'actuellement nous avons une catégorie des personnes qui sont concernées. Donc, ça constitue des limites. À la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Alors, le temps qui nous est accordé est pratiquement achevé. Déjà, je vais permettre 15 secondes à tout un chacun comme dernier mot. Et je vais commencer par M. Olivier Ouedraogo qui va nous rassurer quant à notre dispositif juridique et s'il est adapté à la lutte contre la corruption en 15 secondes. Oui, nous dirons qu'il est adapté. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais nous voyons que en tout cas, il y a des jugements qui sont faits, il y a des communications sur ces jugements, et en tout cas, on va saluer tous les acteurs judiciaires, tous les partenaires qui contribuent, n'est-ce pas, à ce que la lutte contre la corruption au Burkina Faso ne soit pas un vain mot, qu'il soit une lutte qui est efficace et qui produit des résultats. Et ensemble, je pense qu'on pourra arriver. Merci. D'accord. Monsieur Menala, dernier mot. Okay. Le Burkina Faso, je peux dire que dispose d'un dispositif juridique très solide en matière de lutte contre la corruption. Le problème qui se pose, c'est la mise à disposition des moyens pour que l'ASE puisse être indépendante et efficace dans ses missions. Comme vous le savez, elle est pratiquement représentée à Ouara. Pour une mission à Bobo, à Fada, à Wayougia, il faut la capacité de mobilité, d'où les moyens financiers, les moyens logistiques et le personnel. Voilà.
il faut pouvoir se déployer sur tous les territoires. Merci. Dernier mot, M. Paré. Merci. Je crois que je ne vais pas aller ajouter à ce qu'ils viennent de dire. Maintenant, ce qui est important également de savoir, c'est surtout quitter un handicap pour les missions de contrôle et éventuellement pour certaines enquêtes pénales. C'est la qualité des dénonciations. Je pense que nous allons inviter le public, tous ceux qui dénoncent, qu'ils fassent l'effort de donner un peu des précisions pour faciliter véritablement une certaine célérité dans le traitement des dénonciations. Vraiment, c'est une interpellation du public pour qu'il y ait une amélioration de la qualité de certaines dénonciations. D'accord. Merci. On termine avec vous, M. Zango. Je voudrais vous rassurer, le cadre juridique du Burkina Faso est en tout cas conforme aux conventions auxquelles le Burkina a ratifiées. Je m'avais rappelé que le Burkina Faso a été évalué à 2 reprises dans le cadre donc de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et à ces 2 évaluations, le Burkina en tout cas a été plébiscité, pour ne pas dire a été félicité pour la robustesse et la pertinence de son cadre juridique. Je voudrais quand même dire un mot. Nous n'avons pas assez de temps, mais allez-y rapidement. Alors, nous célébrons actuellement la Journée internationale de lutte contre la corruption qui est célébrée cette année sous le thème « S'unir aux jeunes contre la corruption ». Façonner l'intégrité de demain. Donc je voudrais rappeler le rôle essentiel, le rôle d'avant-garde qui est reconnu à la jeunesse et pour inviter les jeunes à prendre véritablement à bras le corps leur avenir. Parce que lutter contre la corruption, c'est créer les conditions d'un avenir radieux pour les jeunes au Burkina Faso. Donc, je vous remercie. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé ce temps d'antenne avec nous. Je rappelle que nous avions ici sur ce plateau M. Jean-Baptiste Zongo. Il est le chef du département de la stratégie nationale de la prévention au niveau de la SELC. Nous avions également sur ce plateau M. Sibri Ramdé. Vous êtes le chef du département de la déclaration d'intérêt et de patrimoine. À ma droite, nous avions M. Adama Paré qui est le chef du département d'audit et contrôle. Nous avions aussi M. Emenana, le chef du département enquête et investigation. Et enfin, nous étions avec M. Olivier Ouedraogo, qui est le chef du département du suivi des recommandations et des actions en justice. Grandement merci à vous. Merci. Également, merci à vous auditeurs et téléspectateurs. En conclusion, en définitive, la lutte contre la corruption ne repose pas seulement sur des textes et des intentions, mais sur une organisation robuste, des compétences techniques et une coordination permanente entre les différents départements de la SELC. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que chaque pôle, qu'il s'agisse du contrôle, des enquêtes, des audits, de la prévention ou du suivi, joue un rôle spécifique mais complémentaire dans un même objectif, à renforcer l'intégrité publique et garantir bien sûr une gestion saine des ressources de l'État. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.